Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de voir qu'on a un conseil municipal bien rempli aujourd'hui au niveau de la population. Je propose de nommer comme secrétaire de ce conseil municipal Monsieur Moradi. Merci, monsieur le maire. Bernard Pierre-Michel. Vincent Alain. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tétigny Aldo. Présent. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Gondy Elisabeth. Delbove Nicole. Benguenou Amar. Bille Isabelle. Beldjouri Ali. Pires Martine. Thorez Isabelle. Kenouf Nathalie. De Gogh Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Présente. Moradi Cyril présent. Walran Edith. Malo Peggy. Jamjam Hamid. Dolik Virginie. Ladrier Dimitri. Merci. Monsieur Messager. Pardon, excusez-moi. Messager Patrick. Merci. Donc avant de débouter proprement parler ce conseil municipal, je tenais tout d'abord à ce qu'il y ait un moment de recueillement, une minute de silence. On n'a plus de conseil municipal depuis quelques temps. Entre-temps, il y a eu l'assassinat de Dominique Bernard à Arras il y a quelques semaines. Et je pense qu'il faut absolument continuer à soutenir nos enseignants et rappeler que l'enseignement est une chose primordiale en France et rappeler les différentes valeurs que l'on doit représenter, liberté, égalité, fraternité. Je voudrais également profiter de cette minute de silence pour tous les morts liés au conflit palestino-israélien. Avoir également un moment de recrutement pour le décès de Guénel Vandeville, qui a été pendant 20 ans technicien sur la ville d'Anzin et qui a porté haut les couleurs de la ville, puisque je rappelle qu'elle a été plusieurs fois sélectionnée en équipe de France, double champion d'Europe, vice-champion du monde. Et il y aura donc l'enterrement ayant eu lieu à Toulon il y a une petite semaine. Il y aura donc une cérémonie qui sera organisée ce mercredi 22 novembre à partir de 17h45 au Salon d'honneur. Je vous demanderai donc de vous lever. Merci. Et je veux également souligner notre total soutien à nos amis du Pas-de-Calais qui connaissent des problèmes d'inondation comme on n'a jamais connu dans notre région et d'une durée, d'une ampleur tout à fait inédite. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour les soutenir dans cet événement ô combien compliqué. En communication, il y a l'obtention du filet de sécurité à hauteur de 487 377 €. En communication, il y a les retraits de délégation. Donc pour M. Alain Vincent, donc
retrait de délégation datée du 24 octobre 2023, notifiée à l'intéressé et signée le 25 octobre 2023. Suite à des actions qui ont conduit à compromettre gravement la relation de confiance avec le maire, il a donc été décidé de retirer la totalité des délégations de M. Alain Vincent. Retrait de délégation pour M. Ali Benjouri en date du 24 octobre avec un refus de signature le 25. Retrait de délégation de Claude Renoncourt, signé le 24 octobre, notifié le 25 avec refus de signature. Les nouvelles délégations à compter du 2 novembre. Pour M. Aldo Tini, conseiller municipal délégué chargé de l'éducation, la jeunesse, les loisirs, sport et les associations. Pour Mme Christine Choquet, conseillère municipale déléguée à la vie associative. Le 2 novembre également. Mme Martine Pires, conseillère déléguée à la gestion des brocantes, fêtes foraines et carnaval. Monsieur Vidéoenou Gandao, conseiller municipal délégué à la réglementation du patrimoine bâti. Toutes ces délégations ont été signées le 2 novembre. Et ensuite, Mme Francine Bafkop, qui a une modification de délégation, puisqu'elle était déjà chargée des accueils de loisirs, et on lui rajoute le règlement des troubles de voisinage. Et donc celui-ci a été acté le 3 novembre 2023. En communication également, signaler le maintien des 3 fleurs avec encouragement du jury. Donc je profite pour féliciter la totalité des services, bien évidemment, services espace vert, espace public, mais tous les services, parce qu'il y a beaucoup de transversalité. Et comme je le répète régulièrement, maintenant, le label Ville et Village Fleuri, c'est pas uniquement avoir des fleurs et une tonte des espaces verts, c'est vraiment un travail global sur le développement durable. Et donc signaler que nous avons donc les 3 fleurs qui sont maintenues, et en rappelant que le jury ne passe plus que tous les 3 ans à ce niveau de fleurs, et que nous avons donc eu les encouragements. Rappeler l'inauguration de l'école Simone Veil le 1er décembre à partir de 16h30 avec un temps officiel à 17h30 en raison des contraintes du sous-préfet qui sera présent. Rappelez également les festivités de Noël avec le marché de Noël les 8, 9 et 10 décembre, la descente du Père Noël avec un spectacle pyromélodique le 23 décembre, les vœux à la population qui auront lieu le mercredi 17 janvier à 19h, et vous rappelez le dernier conseil municipal de l'année, le mercredi 20 décembre, donc mercredi, ce n'est pas un jour classique, à 18h30. On passe aux décisions administratives. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on les valide. Y a-t-il des questions sur le procès-verbal du dernier conseil municipal du 11 septembre? Pas d'intervention non plus. C'est validé. On attaque donc la première délibération qui concerne le maintien ou non de M. Alain Vincent dans ses fonctions d'adjoint suite au retrait de ses délégations. Par arrêté motivé numéro 2023-100, date du 24 octobre 2023, et notifié le 25 octobre 2023 à l'intéressé, j'ai procédé au retrait des délégations de fonctions et de signatures qui avaient été confiées à M. Alain Vincent, premier adjoint délégué à l'éducation, la jeunesse, loisirs, sport et associations. Conformément à l'article L. 2122-18 du CGCT, modifié par la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative aux libertés et responsabilités locales, et suite à ce retrait de délégation, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le maintien ou non de M. Alain Vincent dans ses fonctions d'adjoint. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du retrait de délégation de fonctions et de signature à M. Alain Vincent, adjoint au maire, de se prononcer sur la nature du scrutin public ou secret et de décider du maintien ou non des fonctions d'adjoint de M. Alain Vincent. Donc moi, je propose un vote à bulletin public. Y en a-t-il qui veulent un vote à bulletin secret? Vous êtes à combien? 1, 2, 3, 4. Si vous avez des pouvoirs, vous levez les 2 bras. Voilà, on recommence. Bien haut les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour un vote à bulletin secret, il faut 1/3 du conseil municipal. Étant donné que le nombre est inférieur à 11, le bulletin se fait de façon publique et donc à main levée.
Qui vote contre? Les deux mains, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abstention. 0. 23 pour le retrait de fonction d'adjoint de M. Alain Vincent. Cette décision est donc actée. Deuxième délibération. Pardon. Monsieur Vincent. Alors, monsieur le maire, la décision de me retirer mon mandat de premier adjoint vient d'être prise. J'en prends acte, mais je voudrais m'adresser aux Arzinoises et aux Arzinois, à l'ensemble du mouvement associatif, à l'ensemble du corps enseignant, au personnel de la mairie si dévoué, mais malheureusement en souffrance. La décision de ce soir est à mes yeux antidémocratique et démontre, s'il ne le fallait encore, votre façon d'exercer le pouvoir avec votre cour très rapproché de notre bonne ville d'Orzin. Élu de terrain, j'ai toujours œuvré pour le bien-être de la population, sans distraction et sans arrière-pensée. Ma contribution efficace pour la réalisation de certains projets du style terrain synthétique de la Bleusborn, les vestiaires tant demandés, la salle de musculation, la couverture du boulodrome, la salle de sport de la Bleusborn, la création de la commission menu scolaire, mon écoute permanente du corps enseignant en sont des exemples, et il y en a encore, et sont à l'origine de nombreux témoignages de sympathie et de soutien que je reçois. À ce sujet, vous avez cru nécessaire de faire un mail à l'ensemble des associations. Le contenu de cet envoi relève de la diffamation et porte atteinte à mon honneur. Sachez que ces allégations proférées à mon encontre relèvent de l'article 453-5 du Code pénal, même si celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique. Après contact avec mon conseiller juridique, une décision sera prise dans les jours qui suivent. En tout état de cause, ces allégations relèvent du caniveau et dévoilent votre vraie personnalité. Depuis les débuts de ce mandat, Mme Thompson, adjointe, a démissionné. Mme Gondi a subi le même sort que moi aujourd'hui. Deux conseillers délégués, M. Renoncourt et M. Beljoury, qui n'ont rien à voir avec notre différend, ont également vu leur délégation retirée dans la foulée. Au total, 5 élus ont eu à subir vos foudres. Quant aux collègues restants, ceux-ci s'expriment rarement, pour certains jamais, peur de contrarier le monarque. Votre management relève de la Macronie. Politiquement, vous êtes partout, mais en réalité nulle part. Seuls vos intérêts personnels vous guident dans vos choix. Un coup au PS, une autre fois au PC, que vous avez qualifié en 2008 de parti révolutionnaire, et dont maintenant vous en faites les éloges, en reprenant systématiquement les slogans de ce dernier dans vos discours, en mettant l'humain d'abord, et certainement bientôt les jours heureux. Quant à l'agglomération de Valenciennes, vous en êtes certes le premier vice-président, mais votre discrétion affligeante dans les débats dessert de manière durable l'intérêt de notre ville, que vous avez qualifié d'un manque d'attractivité concernant par exemple la friche Valmont, la friche Ford, le théâtre, le château d'Ampierre. Bref, en politique, quand cela vous sert, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je parle là des responsables, je cite M. Canet, Roussel et De Gallet. Quant aux autres, les plus petits, gare à celui qui dit la vérité, comme l'exprime si bien Guy Béard dans l'une de ses chansons. Je resterai conseiller municipal, toujours proche et à l'écoute de la population. Mais d'ores et déjà, et officiellement, je vous donne rendez-vous en mars 2026. J'adresse mon profond respect aux Arzinoises et Arzinois. Quant à vous, je ne tirerai pas ma révérence. Merci. Merci, Monsieur Vincent. C'est vrai que c'est bien connu qu'à 60 ans, puisque je les ai, je suis devenu d'un seul coup un dictateur. C'est vrai que d'un seul coup... Monsieur Vincent, je ne vous ai pas donné la parole. Attendez, je ne vous ai pas donné... Je ne vous ai pas coupé. Je vous remercie de ne pas me couper. Bon, je remarque qu'on va remettre toutes les choses au point. Le premier qui a envoyé un mail aux différentes associations, ce n'est pas moi, puisque comme je l'ai évoqué dans mon mail, en aucun cas j'avais prévu de communiquer avant le conseil municipal, puisqu'il fallait d'abord acter le fait que vous soyez adjoint ou pas. Vous avez décidé de communiquer à toutes les associations, aux directrices d'école, en prenant soin, bien évidemment, d'enlever quelques associations pour ne pas avoir les informations trop directement, mais indirectement. Mais ne vous inquiétez pas, les informations, on les a eues très rapidement. Donc vous avez peut-être des mails de remerciements, mais moi j'ai aussi des mails de profond soutien
et des mails aussi. Le conseil municipal doit avoir eu un courrier d'ailleurs d'une association qui d'ailleurs officiellement ne se plaint pas de votre départ, bien au contraire. Après, sur le travail que vous avez effectué, je n'ai jamais remis en cause le travail. Par contre, quand vous nous dites que la salle des sports de la Blossborn, c'est grâce à vous, bon, ça prête à sourire, quoi. Il y a quand même des choses où c'est des décisions qui ont été réalisées de façon collégiale, et c'est pas de votre fait que cette salle de la Blossborn a eu lieu. Ensuite, vous évoquez le fait que je suis partout et nulle part. Je vous rappelle tout simplement, c'est que quand vous dites que je suis au PC ou j'ai été au PC, j'ai le responsable PC de la ville d'Anzin qui prendra peut-être la parole après, mais en tout cas, je n'ai jamais été carté au Parti communiste. Il y a plein d'endroits où on évoque l'humain d'abord ou éventuellement les jours heureux sans obligatoirement être communistes. Il y en a plein qui ont fait un amalgame, effectivement, lors des élections départementales. Sur les élections départementales, je tiens à rappeler qu'à l'époque, vous étiez encore au PS, vous aviez postulé pour être aux élections départementales. Moi, j'avais simplement évoqué le fait que je me présenterais aux départementales s'il y avait une liste unique de gauche pour remporter ce canton. Il y a donc eu des négociations entre le PS, le PC, PS d'hiver gauche et le PC. Le PC a nommé Madame Michèle Gréaume comme représentante sur le canton d'Anzin, et le PS d'hiver gauche ont décidé que c'était le maire d'Anzin qui était le mieux positionné pour remporter le canton. Les élections ont donné raison à cette décision. Je voudrais rappeler que c'est le seul canton qui a basculé aux dernières élections départementales. Là-dessus, vous ne pouvez pas dire le contraire. Un seul canton a basculé, le canton d'Anzin. Donc c'est qu'un bon choix a été réalisé à un moment donné. À l'instant T, que ce soit au niveau de l'agglo de Valenciennes Métropole, je ne suis pas le président du groupe socialiste et apparenté, puisqu'il y a un groupe. Ce groupe est présidé par le maire d'Aulnoy, Laurent Depagne. Quand il y a des décisions ou des discussions qui se font, effectivement, la prise de parole, c'est le président du groupe qui s'exprime, et moi, je suis dans ce groupe-là. Et je rappelle qu'au niveau du département, que je suis dans le groupe PS apparenté et qu'aujourd'hui, il n'est pas question que je grippe ce groupe. Et on ne m'a pas demandé de quitter le groupe, d'ailleurs, depuis les événements que j'ai précisés dès le lundi qui a suivi la semaine bleue. J'ai tout de suite prévenu les hautes instances en disant les raisons pour lesquelles j'avais été amené à devoir retirer certaines délégations. Donc à partir de ce moment-là, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, chacun en prendra acte. Sauf que moi, je suis droit dans mes bottes et je reste, comme je l'ai toujours dit, d'hiver gauche. Et je n'ai pas pactisé avec qui que ce soit. Donc ça, c'était la réponse. Après, quand vous dites que j'ai envoyé un mail qui est diffamatoire, il est diffamatoire. Moi aussi, j'ai contacté mon avocat. Hein. Il est diffamatoire à partir du moment où il est faux. J'ai plein de témoignages. Si vous voulez aller plus loin, j'ai plein de témoignages pour acter le fait que ce que j'ai évoqué de ce qui se passait le samedi de la semaine bleue était inacceptable et inexcusable de près d'un élu. Un élu représente tous ses habitants. Un élu représente l'équipe municipale complète. À un moment donné, chacun doit savoir se tenir. Si on n'est pas capable de se tenir lors d'une réunion publique avec 350 personnes dans une salle des fêtes, je suis désolé, moi je ne cautionne pas ce genre de comportement. Donc voilà. Il y a eu des dérapages, vous en êtes le premier responsable. Après, c'est pas de gaieté de cœur qu'on prend une décision comme ça, hein, monsieur Vincent. Moi, j'aurais passé des soirées meilleures s'il n'y avait pas eu votre dérapage ce jour-là. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Je rappelle simplement que pour être diffamatoire, il faut que ce soit faux. Et j'ai plein de gens qui peuvent acter ce que j'ai dit, et pas uniquement autour de la table. Voilà pour ma réponse. Monsieur Célidonio. Merci, monsieur le maire. Bien, je confirme évidemment que vous n'êtes pas membre du Parti communiste et vous n'apparaissez pas sur les listes de ma section. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. On peut passer à la deuxième délibération.
Élection d'un nouvel adjoint. Dans l'hypothèse où le conseil municipal aurait décidé de retirer à M. Alain Vincent ses fonctions d'adjoint, il convient de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Pour rappel, la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal qui détermine librement le nombre d'adjoints en vertu de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Par délibération date du 25 mai 2020, le conseil municipal a procédé à la désignation de 9 adjoints. Par arrêté motivé en date du 24 octobre 2023, j'ai procédé au retrait de délégation de fonction de M. Alain Vincent, premier adjoint délégué à l'éducation, la jeunesse, aux loisirs, sport, aux associations comptées du même jour. Considérant la vacance du poste de premier adjoint maire suite à la décision du conseil municipal de ce jour de ne pas maintenir M. Alain Vincent dans ses fonctions d'adjoint, il convient de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. En vertu de la jurisprudence du Conseil d'État, lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, l'adjoint nouvellement élu prend naturellement place au dernier rang dans l'ordre des adjoints et chacun des autres adjoints remonte d'un rang. Suivant l'article L. 2122-7-2 alinéa 4 du CGCT, celui-ci sera choisi parmi les conseillers de même sexe que celui auquel il est appelé à succéder. Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint qui sera placé en 9e position et d'acter la nouvelle liste et rang des adjoints. L'élection se fait obligatoirement à bulletin secret et à la majorité absolue. La liste donc unie pour réussir propose M. Aldo Tettini. Est-ce que vous avez une proposition ? Pas d'autres propositions ? Merci. Je propose donc que l'on passe au vote. 2 assesseurs sont nommés, Madame Christine Huet et Madame Laurence Levillon, et un secrétaire, Monsieur Régis Gandaour. Monsieur Vincent. On nous donne 2 bulletins, une abstention et à M. Tettini. On ne peut pas voter contre? On n'a pas le droit. Ah ben sinon vous... On reprend celui-là. Prenez celui-là. En fait, c'est pas de votre compte puisque vous proposez personne. Quand c'est comme ça, c'est... Là, non, dans ce cas-là, vous votez pas pour lui. Vous mettez pas le bulletin. C'est pas le même. Entre voter contre et s'abstenir en blanc, c'est pas la même chose. Alors, on a fait le point, on a vérifié donc le bulletin pour ceux qui sont abstention blanc et contre le non. Voilà.
Bernard Carré. Levant Bruno. Trieux Isabelle. Coyer Daniel. Audevin Valérie. Céligonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tétini Adjo. Hélène Daniel. Renoncourt Claude. Marcof Francis. Gondi Elisabeth. Delbov Nicole. Benguenou Amar. Isabelle. Benjouri Ali. Pires Martin. Torres Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. De Gaulle Cédric. Andao Régis. Choquet Christine. Moradi Thierry. Ouattran Edith. Malo Pékin. Jamjam Ali. Dolic Virginie. Ladrier Dimitri. Non. Aldo Tétini. Non. 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 Aldo Tétini. Aldo Tétini. Aldo Tétini. Aldo Tétini. Aldo Tétini. Non. Aldo Tétini. Non. 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 Aldo Tétini. Aldo Tétini. Aldo Tétini. Aldo Tétini. Non. Aldo Tétini.
Non. Aldo Tettini. 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 Un point pour Aldo Tettini. Non. Donc, les résultats définitifs sur les 33 votants, 23 pour, 10 contre. Monsieur Aldo Tettini est donc nommé 9e adjoint. Donc le premier adjoint sera donc à partir de ce jour monsieur Jean-Roger Berrier et chaque adjoint donc monte d'un cran. Voilà pour la nouvelle liste et rang des adjoints. On passe à la troisième délibération. Remplacement de 2 membres titulaires et d'un membre suppléant. Oh pardon. S'il vous plaît. Alors en fait on a parlé Madame de monsieur... Dolic. Excusez-moi. On a parlé de monsieur Vincent, donc bon a priori, enfin ce qu'on a pu comprendre c'est que c'était un problème de personne plus qu'un problème de compétence. Enfin voilà. Mais monsieur Benjouri et monsieur Renoncourt, ils sont punis pourquoi en fait Comme je vous l'ai signalé lorsque j'ai lu le retrait de délégation, il y a eu donc une rupture de confiance qui a eu lieu. D'accord. Pour exactement les mêmes raisons. Non. Moi, j'ai jamais dit que c'était les mêmes raisons. J'ai D'accord. dit qu'il y a une rupture de confiance qui a eu lieu avec le maire, donc eu un retrait de délégation. Ok. Et, alors, pour l'opposition, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Enfin, Pardon ? Il n'y a pas lieu que l'opposition soit au courant de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une décision forte de conséquences. Hein. C'est pour ça que je vous attendais impatiemment en réunion des présidents de groupe, mais vous vous êtes pas excusé. Je vous ai attendu mercredi à 14h. J'ai pas eu de mail, en tout cas le secrétaire général n'a pas eu de courrier ou de mail m'informant que vous ne veniez pas. Le but est, je le répète à chaque fois, mais
Quand il y a une réunion des présidents de groupe, c'est justement pour évoquer les sujets, les délibérations, les communications quand quelque chose de spécifique. Donc j'aurais pu vous donner donc une réponse à ce moment-là éventuellement. Alors, Donc nous, là, les délégations, de toute façon, les délégations, effectivement, on vote pour les adjoints. Les délégations, c'est du pouvoir du maire de les reprendre ou de ne pas les reprendre. Moi, comme je l'ai déjà évoqué donc, sur notre mail, même si les causes ne sont pas obligatoirement les mêmes, à partir du moment où, malgré ce qu'on raconte, les élus ont un large pouvoir de décision et de réunion. C'est pas moi qui leur dis vous allez être tel truc, machin, ils sont pas bridés. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui ont une délégation, il faut qu'il y ait un lien de confiance à 100% entre l'élu à qui je donne une délégation et le maire. Et dans toutes les communes, c'est comme ça. À partir du moment où il y a une rupture de confiance avec les élus qui ont des délégations, on leur retire la délégation. Voilà, donc il y a une rupture de confiance qui a eu lieu vis-à-vis de ces deux conseillers délégués. À partir de ce moment-là, moi, je ne peux plus leur laisser une délégation à partir du moment où, de toute façon, a été clairement établi qu'il y avait eu des propos qui faisaient que je ne pouvais pas valider ce qui avait été acté et qu'il n'y avait plus de soutien à 100% de ces deux personnes sur l'équipe municipale en place. 2026, c'est encore très loin, même si j'ai entendu que certains donnaient déjà des rendez-vous en mars 2026. On n'a pas encore fini 2023. Donc il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on est dans une équipe, l'équipe doit rester soudée jusqu'à la fin. Quand ça se passe 3-4 mois avant, c'est comme ça un petit peu partout. Mais si 2 ans et demi avant une élection municipale, on commence déjà à avoir des soubresauts, à se tirer dans les pattes les uns avec les autres, c'est pas possible. Une équipe municipale doit rester soudée. Ceux qui considèrent qu'on n'est plus dans leurs valeurs, c'est ce que d'ailleurs un président d'association nous a envoyé comme courrier. Ils ne se retrouvent pas dans l'UNI pour réussir, mais ils peuvent démissionner. D'ailleurs, c'est ce que M. Alain Vincent avait dit lors de la réunion d'adjoints. Lorsque je lui ai notifié le fait que je lui retirais ses délégations, il a dit « Vous ne me retirerez pas ma délégation, je démissionnerai ». Et les techniciens présents ce jour-là et les adjoints présents pourront confirmer mes dires. Alors, après, chacun prend acte de je démissionne ou je démissionne pas, mais le jour où j'ai notifié le fait qu'il y avait un retrait de délégation, M. Vincent a notifié à tout le monde que de toute façon, je ne lui retirais pas sa délégation, c'est lui qui allait démissionner. Bon, il a changé d'avis entre deux, il a peut-être été conseillé par d'autres personnes, parce qu'il y a des gens que je n'ai pas vus au sein de la mairie depuis plus de 3 ans, et d'un seul coup, redébarquent à ce moment-là. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent qui faisaient déjà des bruits de couloir, des brèves de comptoir. Comme je dis, tant que ça reste des brèves de comptoir, vous savez, je ne m'en préoccupe plus, ou pas. Mais une fois que ce ne sont plus des brèves de comptoir, mais que c'est de la réalité des choses et que des choses sont dites devant certaines personnes et que ça me remonte, à partir du moment où j'ai plus confiance, je ne peux plus travailler avec ces personnes-là qui ont une délégation, il faut bien la comprendre. Donc voilà. Madame Alors, Lolic. pour la réunion des présidents de groupe, des présidents de groupe, c'est ça. Donc, on répète, on n'arrête pas de répéter qu'à 14h, c'est pas possible, on a une activité professionnelle. Il faut les faire à des horaires qui sont quand même... oui, mais vous pouvez comprendre aussi que j'ai aussi d'autres obligations et que je fais en fonction... en ce moment, il y a pas mal de réunions qui ont lieu aussi en fin de journée. Il y a les commissions, il y a plein de... mais même les commissions qui se déroulent en fin de journée, sur les dernières commissions, je ne sais pas, il y a eu commission finance, Monsieur Coyer. Personne. Commission culture. Personne. Commission administration générale. Personne. Enfin, je veux dire, les commissions, elles ont lieu généralement plutôt à partir de 17h ou 17h30. Et les techniciens, ils sont là aussi en fonction de ces réunions-là. Donc après, selon effectivement il y a certaines personnes qui ont le droit, qui n'ont pas le droit à des mises à disponibilité ou de décaler leur... Mais après, on fait chacun en fonction de nos possibilités et de nos... Mais sur les autres communes, ça se passe comme ça aussi. Et généralement, il y a des gens de l'opposition qui sont présents quand ça a lieu en fin de journée. Mais si avoir au moins un petit message, c'est bien, parce que ça me permet aussi, moi, de me réorganiser quand vous ne pouvez pas venir. C'est quand même... Nous étions où déjà, là ? Oui, mais attendez, je suis en train de refaire le point sur où j'en étais. On attaquait la délibération 3, parce qu'on l'a commencé, mais on ne l'a pas fini.
Oui, monsieur le maire, effectivement, comme vous dites, le 23 au soir, il était vers 20h quand je vous ai dit vous n'aurez pas besoin de m'enlever mes délégations puisque je vais démissionner. Bon, comme on dit toujours, la nuit porte conseil, mais vous, elle vous a bien porté conseil parce que le 24 dans la même journée, puisque l'acte, il est acté, donc le lendemain, vous m'avez retiré mes délégations, vous m'avez même pas laissé le temps de le faire, ma démission. Merci. Si, vous aviez le temps de la faire, puisque de toute façon, dans ce cas-là, vous jouez sur les mots. Le 24, la délégation est retirée, puisque de toute façon, le 25, vous êtes bien venu la signer. Vous pouviez dire, je signe pas puisque je démissionne. Donc vous avez acté le fait que vous ne démissionniez pas. Donc c'est un petit peu une réponse facile et qui ne tient pas trop la route. Monsieur Vincent, merci de vous demander la parole, sinon on ne va pas trop s'en sortir. Donc vous n'avez pas donné votre démission, puisque sinon j'aurais pas dû retirer votre délégation, mais une commune doit fonctionner, les délégations doivent être occupées, et donc à un moment donné, la suite sous son cours comme cela devait se dérouler. Mais je rappelle simplement que vous aviez acté le fait que vous démissionnez, et qu'on remarque tous que ce n'est pas le cas. Délibération numéro 3. Remplacement de 2 membres titulaires et un membre suppléant au sein de la commission jeunesse, loisirs, sport, éducation, vie associative et handicap. Donc, par délibération numéro 3 du 8 juin 2020, était procédé à l'élection des membres des 6 commissions municipales. Par délibération numéro 5 du 28 juin 2021, le tableau des membres de la commission que je viens de préciter avait été acté. Vous avez donc la liste des titulaires et des suppléants. Considérant l'arrêté en date du 24 octobre relatif au retrait de délégation de M. Alain Vincent, l'arrêté du 24 octobre relatif au retrait de délégation de M. Renoncourt, considérant l'arrêté en date du 2 novembre relatif à la modification de délégation de M. Aldo Tettini, considérant l'arrêté en date du 2 novembre relatif à l'attribution de délégation à Mme Christine Choquet, il convient de désigner 2 membres titulaires et un membre suppléant au sein de cette commission. Il est proposé au conseil municipal donc de désigner 2 membres titulaires et un membre suppléant au sein de cette commission en complément de la liste qui existait auparavant, d'acter le nouveau tableau des titulaires et suppléants. Donc la liste que nous vous proposons en titulaire: Aldo Tettini, Isabelle Asselin, Christine Choquet, Nicole Delboff, Francine Bavkov, Edith Wallerand. En suppléant: Amar Benguenou, Patrick Messager, Martine Pires, Cyril Moradi, Cédric Degog, Hamid Jamjam. Nous, pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 4e délibération, c'est sur le même principe, mais concerne cette fois-ci la commission sécurité finances. Considérant l'arrêté en date du 3 novembre relatif au retrait de délégation de M. Ali Bedjouri, considérant l'arrêté en date du 3 novembre relatif à la modification de la 3 novembre, c'est pas 3 novembre, c'est 23 ou 24 octobre, il y a une erreur dans la délibération. Considérant l'arrêté en date du 3 novembre relatif à la modification de la délégation de Mme Francine Bavkop, il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant au sein de la commission sécurité finances. La nouvelle liste qui est proposée en titulaire, il n'y a pas de changement. Monsieur Coyer, Madame Asselin, Madame Bavkop, Monsieur Degog, Monsieur Benguenou, Madame Malo. En suppléant, Régis Gandao, Monsieur Ladrier, Monsieur Messager, Madame Pires, Madame Potvin et Monsieur Jamjam. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 5e délibération concerne le recensement de la population, convention relative au recours à la Poste pour les missions d'agent recenseur du recensement de la population 2024. Madame Potvin. Monsieur le maire, merci. Donc, depuis 2004, la méthode de recensement de la population permet de fournir chaque année des résultats sur la population et les logements. Une dotation forfaitaire prenant en compte les charges exceptionnelles liées aux enquêtes de recensement est versée par l'État. Cette dotation est de 2 516 € pour l'année 2024. Pour effectuer cette enquête auprès d'une partie de la population, la commune a candidaté auprès de l'INSEE pour l'expérimentation de recours à la Poste pour les missions d'agents recenseurs de l'enquête de recensement 2024. Cette mission confiée à la Poste va permettre de disposer d'agents recenseurs connaissant le territoire et de maintenir, voire d'améliorer le taux de collecte des années précédentes.
la Poste s'engage à réaliser les missions d'agent recenseur pour le recensement de la population 2024 qui se déroulera du 18 janvier 2024 au 24 février 2024, suivant le protocole d'enquête défini par l'INSEE. Dans le cadre de cette expérimentation, la Poste facturera la prestation pour un montant de 6 288 € TTC sur la base d'un recensement de 400 à 800 logements. Sur ces bases, il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative au recours à la Poste pour les missions d'agent recenseur pour le recensement de la population 2023. Merci Madame Potvin. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 6e délibération, c'est la modification de la grille des effectifs. Madame Bernard. Oui, merci Monsieur le maire. Donc délibération habituelle. Donc je vous propose un changement de filière concernant un agent du service événementiel qui était positionné dans le cadre d'emploi des animateurs au grade d'animateur. Et donc comme il occupe des missions d'ordre administratif suite à une mobilité interne, il a sollicité son changement de filière afin d'intégrer la filière administrative au grade de rédacteur au 1er décembre 2023. Ensuite, nous avons une revalorisation hebdomadaire du forfait pour des missions supplémentaires qui ont été confiées à un agent du service mode de garde afin d'assurer un surcroît de travail. Il convient donc d'augmenter son forfait hebdomadaire au 1er janvier 2024. Ensuite, au niveau de la direction administration générale, suite à la réussite du concours par un de nos agents, nous proposons de créer un poste d'attaché à temps complet à compter du 1er décembre 2023. L'agent conservera ses missions de gestionnaire des achats publics sur un mi-temps et sur l'autre mi-temps, l'agent sera positionné sur un poste de chargé de mission auprès du directeur général des services. À ce titre, il assurera le suivi le développement, le pilotage et la mise en œuvre des projets structurants et transversaux en lien avec les différents services et partenaires extérieurs qui lui seront confiés par le directeur général des services. Nous avons donc la création d'un poste de rédacteur à temps complet, un poste d'adjoint d'animation à temps complet et un poste d'attaché à temps complet et la suppression des postes en adéquation. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 7e délibération, c'est l'aide au commerce et notamment l'aide au loyer. Madame Potvin. Monsieur le maire, merci. Donc, le conseil municipal, en date du 21 décembre 2020, a entériné la mise en place d'un dispositif d'aide aux loyers commerciaux sur la base des articles L 1511-3, R 1511-4, R 1511-4-3 et R 1511-10 à R 1511-16 du CGCT. Et en date du 29 mars 2021, le conseil municipal a approuvé les modalités de mise en application du dispositif. Donc, dans la perspective de faire évoluer celui-ci et de coller au plus près aux différents retours lors des commissions d'attribution, il convient de modifier 2 points sur le dispositif actuel. Les périmètres d'application. Il est proposé d'étendre le périmètre d'application du dispositif à l'ensemble du territoire communal. À cet effet, il est proposé de retirer du texte initial, excepté la place Roger Salengro dans son ensemble, l'avenue Anatole France du numéro 151 au 189 et du numéro 134 au 164, les modalités de versement, d'annulation et de remboursement de l'aide. Le dispositif prévoit une seule possibilité de versement, alors prise en charge par la commune d'Anzin de 300 € du montant du loyer pendant la première année d'exercice pour les commerces retenus lors des commissions. L'aide sera versée mensuellement sur présentation d'une quittance de loyer. Il est proposé de remplacer dans le texte initial une possibilité de versement prise en charge par la commune d'Anzin de 300 € par mois du montant du loyer pendant la première année d'exercice. Excusez-moi. Je me suis... Voilà. Alors, il est proposé de remplacer dans le texte initial une seule possibilité de versement prise en charge par la commune d'Anzin de 300 € par mois du montant du loyer pendant la première année d'exercice pour les commerces retenus lors des commissions par la collectivité prévoit le versement d'une aide d'un montant de 50% du montant du loyer plafonné à 300 € maximum. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les 2 nouvelles modifications dans le dispositif d'aide au loyer. Merci. Y a-t-il des questions?
Monsieur Vincent. Oui, monsieur le maire, excusez-moi, mais j'aurais voulu quand même connaître combien de commerces sont concernés et depuis quand. Combien de commerces sont concernés par quoi? Bah, par l'aide des 300 €. Mais depuis la création, il y a une commission qui a lieu et Les Madame commerces ont été retenus, Sonance Audition, ils ont eu l'aide. African Street, ils ont obtenu l'aide également. Pardon? Non. sur la rue Jean Jaurès. Avenue Jean Jaurès. Il y a eu également une aide au loyer qui a été accordée sur une Une structure jeune qui a des. enfin, qui- esthéticienne, on attend des retours de documents. Et Nisma Primeur, qui était situé en face du magasin Euroconfort, mais malheureusement, il a fermé la boutique. il y avait- Il n'avait pas fourni ses ouais, papiers. il y en a une cinquième aussi. Pardon? Il y a celle qui était au niveau de la place de Boussu, de mémoire. Non, c'était avec la BGE. Ça avait joué Oui, Il y avait c'est avec peut-être- les BGE. Non, Donc là, on est à 4. 4. Donc Quatre 4 retenus. commerces. Mais après, comme ça avait été acté, c'est en fonction du type de commerce et en fonction de la localisation. Si c'est un commerce qui a déjà sur place et qui n'a pas d'intérêt d'aller les aider, puisque c'est plutôt pour avoir des nouveaux commerces, il n'y a pas d'aide spécifique sur les aides au loyer. Et il y a une commission qui se réunit et qui statue avec un représentant de l'union de commerce, chambre de commerce, pour acter des commerçants. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 8e délibération concerne la culture. C'est une convention d'intégration de la médiathèque municipale au réseau de lecture publique Myriade de Valenciennes Métropole. Madame Bernard. Oui, donc dans le cadre de la lecture publique, la ville souhaite favoriser l'accès à la lecture pour tous et à la mixité des publics. Donc dans ce cadre, la médiathèque a travaillé en partenariat avec Valenciennes Métropole en menant différentes actions. Depuis 2021, Valenciennes Métropole mène une réflexion sur le renforcement de la coopération par la mise en œuvre d'un réseau de la lecture publique en partenariat avec les médiathèques du territoire, la DRAC Hauts-de-France et la médiathèque départementale du Nord. Cela aboutit à la signature d'un contrat territoire lecture. Ce contrat, première étape d'une mise en réseau, a pour objectif donc la mise en œuvre d'un système de gestion de bibliothèques dédiées aux médiathèques intégrées au réseau, c'est-à-dire le SIGB, la création d'un portail à destination du grand public, le recrutement d'une équipe au sein du service culture de Valenciennes Métropole en charge de la coordination générale du réseau et de l'administration du SIGB et du portail, la circulation des abonnés entre les médiathèques membres du réseau grâce à une carte unique gratuite pour la population de Valenciennes Métropole, l'accès gratuit à des ressources numériques en ligne pour les abonnés aux médiathèques membres et résidents sur le territoire de Valenciennes Métropole, l'élaboration d'actions culturelles concertées, l'accompagnement à la montée en compétences des bénévoles et des professionnels. Cet acte marque l'engagement de Valenciennes Métropole dans l'égal accès de toutes et tous à la lecture publique et plus largement à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir. La ville d'Anzin s'est d'ailleurs déjà engagée dans la réflexion sur la mise en réseau des bibliothèques avec la médiathèque de Valenciennes dès les premières phases du projet. Ce projet représente une opportunité pour la ville. Il limite les coûts de fonctionnement de la médiathèque, l'agglomération s'engageant à prendre en charge l'investissement et la maintenance du SIGB et du portail. Il favorise le développement de la fréquentation de la structure. Il renforce la visibilité et l'attractivité de la ville. Ainsi, dans le but de garantir d'une part le bon fonctionnement du système et d'assurer d'autre part un niveau de service homogène, une convention de partenariat est proposée par Valenciennes Métropole. D'une durée de 5 ans, cette convention a pour objet de définir les conditions de collaboration entre notre commune et l'agglomération. Elle détermine le fonctionnement opérationnel du réseau et nos engagements et responsabilités respectifs. Sur ces bases, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et à engager toutes les actions nécessaires à la réalisation de la présente. Donc le gain financier est quand même assez conséquent. Il y a plus de 230 000 € sur les 5 prochaines années. Et pour le moment, on est à 3 communes à signer cette convention, donc Valenciennes, Anzin et Quérénin. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, moi j'interviens pour dire voilà à quoi ça sert d'être vice-président à l'agglo. Bah ouais. 3 villes, Valenciennes, Anzin, Quérénin, parce qu'il fallait une petite commune. Pour
profiter qu'on parle de Valenciennes Métropole sur la friche Ford. Avait acté qu'il y avait pour arriver à redépolluer et à traiter les carrières quasiment 4 millions d'euros, en sachant que le reste à charge c'est moitié commune, moitié agglo. Dans le cadre du fonds vert, sur les friches, nous avons réussi à obtenir 1 million d'euros. Il y a donc eu un accord entre la ville de Valenciennes, entre l'agglo, la ville d'Anzin et les services de l'État pour acter ce million de subventions et pour pouvoir traiter donc dès 2024. Les carrières seront traitées, le site sera dépollué de nouveau et le promoteur qui avait été retenu à l'époque espère pouvoir commencer les travaux d'ici début 2025. Quand on se demande à quoi sert à l'agglo, voilà une réponse complémentaire. Sur le théâtre, les diagnostics sont en cours, se poser la question de classer ou non le théâtre. Il a été acté entre Valenciennes Métropole et la ville d'Anzin que le théâtre ne serait pas classé compte tenu de contraintes fortes qu'engendrait ce classement dans le cadre de la réhabilitation et également dans le cadre des contraintes liées sur un périmètre de 500 mètres avec l'architecte des bâtiments France à partir du moment où on doit y avoir des constructions sur site et qui concernaient donc notamment la friche Ford et une partie de la friche Ford, puisque sur Valmont on est déjà en zone avec l'ABF pour le château d'Ampierre. Voilà un petit peu, entre autres, parce que moi aussi je pourrais faire une longue liste du rôle du maire d'Anzin à la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Et puis j'évoquerai quand même, parce que c'est quand même les rives de l'Escaut. Aujourd'hui, on a une des écoles les meilleures au monde avec Rubica, qui a 98% de son site sur la ville d'Anzin. On a la Cité des Congrès de Valenciennes Métropole, qui est sur la ville d'Anzin. Et il y a actuellement des aménagements qui sont réalisés sur la ville d'Anzin. Les jeunes vont être contents puisqu'on va avoir un pump track sur la ville d'Anzin qui sera fonctionnel dans quelques mois. Donc sur ce site, avec le vélo club de l'Escaut qui gérera un petit peu ce site. Et également un équipement multisport qui est en cours de construction et qui va débuter à être construit ici dans les semaines à venir. Donc ça, c'est les dernières informations sur l'évolution du site. Évolution qui ne va pas se terminer puisqu'il va y avoir des gros aménagements également en cours. Et là aussi, il y a des carrières souterraines à traiter sur l'ancienne Aldi, l'ancien Lidl. Et donc, il y a aussi des négociations en cours entre le promoteur actuel, la ville et Valenciennes Métropole. Et le président a validé les propositions qui avaient été faites pour que ce soit traité et qu'il y ait une construction qui commence courant 2024 également. Bon, je m'arrête là, parce que sinon, on va passer toute la soirée sur... On va voter tout de suite, sinon je vais l'oublier. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Madame Bernard? Oui, je tenais quand même à remercier publiquement Madame Cazin qui a effectué un travail remarquable avec toute l'équipe sur cette convention, enfin sur ce réseau Myriade. Ce sont des longues heures de travail assez fastidieuses, j'en ai fait quelques-unes, mais elle a quand même porté la majorité du projet. Donc voilà, je tenais à la remercier. La délibération numéro 9, adhésion 2024 à la Fondation du patrimoine, c'est Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je ne vais pas vous faire les descriptions de la Fondation du patrimoine. Je crois que tout le monde la connaît. Seulement un point de détail qui sera important pour nous, c'est que la Fondation du patrimoine s'est dotée aujourd'hui des compétences en matière de patrimoine naturel et de biodiversité. Donc, ce qui fait une carte supplémentaire pour pouvoir éventuellement nous permettre d'ouvrir certaines portes pour obtenir des subventions sur des sujets que nous avons encore à traiter. Ils sont encore nombreux, il y a encore du boulot. Je parle au château d'Ampierre, je parle musée qu'il faudra qu'on évoque un de ces jours, et puis plein d'espaces, notamment les terries ou éventuellement les ateliers centraux. Donc à ce titre, je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à contractualiser et à signer la convention et l'adhésion pour la Fondation du patrimoine au coût de 500 € sur l'année. Et donc, je soumets cette proposition au vote. Y a-t-il des interventions? Qui votent contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 10e délibération, valorisation du patrimoine, c'est vente d'un bien immobilier du domaine privé de la commune 6 à Anzin, 28 rue Gambetta. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération classique que vous avez
de façon récurrente à un conseil sur 2 ou un conseil sur 3, comme on a entrepris une action importante sur la résorption de l'habitat insalubre et les immeubles abandonnés. Donc nous sommes en fin de procédure. Nous avons mis cet immeuble en vente au 28 rue Gambetta il y a quelques mois. Malheureusement, l'état de l'immeuble fait qu'on n'a pas beaucoup d'amateurs et on a une seule proposition qui est aux alentours de 7 500 €. Bien entendu, l'acquéreur prendra à sa charge tous les frais liés au réaménagement de cette habitation. Donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à vendre cet immeuble au prix de 7 500 € et à signer tous les documents y afférents. Merci. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 11e délibération, commission consultative des services publics locaux, principe de délégation de saisine à l'organe exécutif. Monsieur Coyer. Merci Monsieur le maire. Par délibération en date du 22 juin 2020, le conseil municipal a créé la commission consultative des services publics locaux, plus communément appelée CCSPL. Et elle est amenée à siéger dans le cadre de l'ensemble des services publics de la ville qui sont susceptibles d'être confiés à une tierce personne. La CCSPL donc, est notamment consultée pour des avis avant tout projet de délégation de services publics, préalablement à la décision du conseil municipal, et aussi pour l'examen du rapport d'activité annuel du délégataire éventuellement. Et donc sur ces bases, il est proposé donc, au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux pour tout projet de délégation de services publics, tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, ainsi que pour tout projet de partenariat. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 12e, c'est DETR 2024. Bon, c'est du classique sollicitation de subvention. Monsieur Coyer. Oui, donc la ville est éligible pour 2024 à la DETR par rapport donc à la construction scolaire du premier degré. Et donc à ce titre, donc, il est sollicité la création d'une micro-cantine à l'école Gallieni. Les travaux réalisés consisteraient principalement en l'aménagement d'un nouveau réfectoire et de ses sanitaires, le remplacement de l'ensemble des menuiseries, l'isolation des murs par l'intérieur et la création de 2 accès cuisine et élèves. Le montant total s'élève à 693 601 € 2 TTC. Et donc, pour financer tout cela, donc la DETR sollicitée pour 2024, on va solliciter 245 328,88, sachant que la DPV, elle nous a été notifiée en 2022 pour ce projet-là. Et donc là, on est sûr de toucher 217 072 €. Et donc avec l'autofinancement de la ville de 231 200 €, ce qui nous fait donc, pour équilibrer le budget, 693 601 € 02 centimes. Et donc il est demandé au conseil de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter la DETR auprès des services concernés pour avoir cette subvention. Merci. Y a-t-il des interventions? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 13e délibération, c'est une mise en place d'une chaudière bois et panneaux photovoltaïques à l'école du centre. Ça avait déjà été évoqué. Il y a une nouvelle sollicitation du fonds ENR. Monsieur Coyer. Oui, donc les services de la ville font toujours à la recherche de nouvelles subventions pour avoir des dépenses en moins. Donc, par délibération en date du 10 octobre 2022, le conseil municipal sollicitait le fonds de concours énergie renouvelable et récupération pour un montant de 262 111 € 39 centimes accordé par le bureau communautaire du 1er décembre 2022. La ville a également sur ce dossier sollicité auprès de la région le dispositif Fratrie pour déclinaison dans le cadre d'intervention de nouvelles politiques climat, air, énergie définies pour la période 2016-2021. À ces jours, le dossier n'a pu être retenu au titre de Fratrie et donc le plan de financement par rapport à ça. Donc là, on sollicite donc, le fonds ENR, maximum 50%, soit 290 070 € et le FCTVA 113 843. L'autofinancement ville, donc 290 078 €, ce qui nous fait un total de 694 033 centimes. Et sur ces bases, il est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter cette subvention pour le fonds auprès du fonds ENR. Merci Monsieur Coyer. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 14e délibération, c'est une admission en non-valeur au niveau du budget ville 2023. Monsieur Coyer. Merci Monsieur le maire. Donc les créances irrecouvrables correspondent au titre émis par la commune, mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public, dont c'est l'une des missions. Donc l'admission en non-valeur est décidée par le conseil municipal dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Et donc le 28 septembre dernier, le comptable public a présenté les demandes d'admission en non-valeur que vous avez le tableau pour un montant total
de 4 988,11 €. Et donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur ces titres de recettes pour un montant total évoqué de 4 988,11 €. Merci. Une délibération aussi un peu classique. Quand le comptable public n'arrive plus à récupérer ce qu'il doit récupérer. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 15e délibération, alors celle-ci elle est technique. C'est pour le budget ville 2024, c'est le passage à la nomenclature M57. Toujours Monsieur Coyer. Oui, donc c'est pour avoir un peu plus de souplesse. Donc la ville passerait pour 1er janvier 2024 en M57 pour la comptabilité. Ce changement de nomenclature budgétaire et comptable étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de fongibilité des crédits, de gestion des crédits pour dépenses imprévues. Et donc, sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce changement de nomenclature à effet au 1er janvier 2024. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 16e délibération, c'est la suite. Budget de ville 2024, c'est le tableau d'amortissement M57. Oui, donc là, maintenant, on va pouvoir amortir sur une période qui coïncide avec l'achat du bien. Avant, il fallait attendre l'année suivante pour l'amortir. Et donc, vous avez là les délais d'amortissement qui apparaissent. Logiciel, 3 ans. Mobilier urbain, 10 ans, véhicule, 10 ans, voilà, matériel informatique, 5 années. Vous avez un peu toutes les tables d'amortissement qui sont donc effectives le mois suivant l'achat. Par rapport à avant, il fallait attendre l'année suivante. Donc par ailleurs, dans la logique d'une approche pour enjeux présentés dans le règlement budgétaire et financier, un aménagement de cette règle est proposé pour les biens dits de faible valeur, soit ceux dont le coût unitaire est inférieur à 1 000 €. Ces derniers seraient amortis en annuité au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'approuver la durée d'amortissement des biens précédemment cités, la règle du prorata temporis imposée aux collectivités et la dérogation relative à la règle pour les biens de faible valeur inférieurs à 1 000 €. Merci. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 17e délibération, c'est une décision modificative, c'est la 3e sur le budget ville 2023. Toujours Monsieur Coyer. Alors, donc elle porterait la décision modificative numéro 3 porterait en section d'investissement à hauteur de 36 000 € et en section de fonctionnement à hauteur de 404 792 €. On a peut-être le détail, non? Je vais voir. Alors, ça y est. Donc en dépenses de fonctionnement, je vais grossir parce que là je vois pas clair. Attendez, hein. J'ai un bug. Petit instant, monsieur le maire. Alors, charge à caractère général, il y aurait 388 000 en moins de dépenses en fonctionnement, 42 000 en moins en autres charges de gestion courante, donc on aurait 360 000 en moins de dépenses prévues. Voilà. Et donc au niveau des recettes, proposition nouvelle de recettes, 70 000 € d'atténuation de charges, des produits, des services et domaines, 60 000 € de recettes nouvelles, des impôts et taxes, 24 000 € de moins que prévu, dotation et participation, 290 000 € de plus, ce qui nous fait bien nos 404 792. Et ensuite, donc en dépenses d'investissement, immobilisation, donc on aurait 310 000 en moins de dotation, mais c'est parce qu'on a réajusté une dépense. Et 24 000 d'immobilisation incorporelle, ce qui nous fait donc 36 000 de dépenses réellement d'investissement. Voilà, monsieur le maire. Sur les charges à caractère général, c'est pour acter le fait que
le plan de sobriété énergétique a permis donc une certaine économie, ce qui a permis d'avoir une diminution. Là, on a une visibilité sur la fin de l'année. Donc, en gros, au niveau électricité, on va être à peu près à 8% de baisse. Et au niveau du gaz, on est à 48% de baisse. Donc, c'est pour ça qu'il y a un delta de plus de 300 000 € au niveau des charges à caractère général. Et aussi un élément important, c'est que suite à cette DM, l'emprunt va être diminué de plus de 630 000 €. Donc c'est quand même aussi une bonne nouvelle parce que les taux d'emprunt sont comme pour le particulier en très nette augmentation. Donc plus on limitera l'emprunt, mieux ce sera pour les prochains investissements à faire et les années à venir. Sur cette délibération-là, y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Et on attaque la 18e et dernière délibération. Avant d'évoquer le rapport, il y a 2 documents à signer. Vous ne partez pas sans signer les 2 documents. La décision modificative doit être signée et le PV d'élection de M. Tettini. Donc n'oubliez pas de signer les documents avant de partir. Monsieur Coyer. Donc, comme toujours, le rapport d'orientation budgétaire est structuré en 2 parties. Une première partie consacrée aux mesures nationales qui peuvent avoir un impact sur le budget. Et la deuxième partie retrace les grandes masses budgétaires de l'exercice à venir, qui intègrent aussi les mesures nationales et les décisions locales. Ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'au niveau national, donc, une stabilisation des prix de l'énergie, et qui reste néanmoins élevée par rapport aux normes historiques. L'inflation qui s'est hissée à 9,5 au 3e trimestre devrait retomber à 5,9 selon les prévisions de l'INSEE au dernier trimestre 2023. La croissance de l'économie française, quant à elle, oscillerait entre 0,8 en 2023 et 1,2 en 2024. Et en fait, donc, le reflux d'inflation est plus lent que prévu. Elle serait toujours de plus de 3% en 2024. Post-inflationniste 2023, donc là, vous voyez un petit peu... Voilà, là, vous voyez un petit peu les différents postes. Donc l'alimentation, l'énergie, les services selon les mois en fait. En bleu, c'est l'alimentation. Donc les mois de mai, juin, c'était la plus élevée, juillet également, août. Et après, donc à partir de septembre, on retrouve l'énergie. Et après, le tabac aussi, ça fait partie des choses qui peuvent augmenter. Ça, c'est au niveau national. La slide suivante, donc les autres indicateurs. Donc une augmentation continue de la dette publique. On dépasse les 3 000 milliards d'euros. On n'est pas encore... Et un refinancement beaucoup plus coûteux. Les taux étaient de 0,5 en 2022, septembre 2022, et il serait de 4,50 depuis septembre 2023. Donc l'évolution est conséquente sur un an. Les anticipations de taux donc, conduisent néanmoins à des prévisions de reflux progressif de l'inflation. On table sur 3,20 en 2024, 2,10 en 2025, ce n'est que des prévisions, mais néanmoins la croissance resterait très faible. 0,7 en 2023, 1% en 2024 et 1,50 en 2025. Ça, c'est toujours au niveau national. Les mesures du plan local de financement, projet de loi de finances, 2024, une progression modérée de la péréquation verticale. Donc, il faut savoir que la dotation globale augmenterait de 0,8 en moyenne. Et donc, à travers cela, donc, la dotation forfaitaire serait stable, comme tous les ans, depuis un certain temps. La DSU progresserait de 3,5. Donc là, la ville d'Anzin va pouvoir encore en bénéficier, on le verra après. Et la dotation nationale de péréquation baisserait, elle, de 10%. Les mesures du projet de loi de finances 2024, donc stabilisation de la péréquation horizontale au travers du fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC, donc toujours 1 milliard d'euros. Les mesures du projet donc, loi de finances 2024, évolution du coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales, ce qui sert pour nos impôts. Donc en 2023, ça a été revu de 7,10 au niveau de la nationale. Et donc pour 2024, il est selon un coefficient estimé à 5,9 encore et 2,6 pour 2025. Un effort toujours donc plus important en faveur de l'investissement dans la transition écologique qui pourrait être concédé aux collectivités. Et donc l'enveloppe 2023, c'était 1,5 milliard d'euros. Et donc l'enveloppe 2024 serait portée par le gouvernement à 2,5 milliards d'euros. Les objets donc en priorité, c'est la rénovation des écoles et toute action visant à renforcer la performance environnementale, s'adapter face au changement climatique et améliorer le cadre de vie. Les mesures donc toujours du projet de loi de finances 2024, donc un verdissement des dotations. Donc voilà, la DETR 2024 serait à 1,45 milliard.
20% pour la transition écologique, la DPV 2024, 150 millions d'euros, augmentation du FCTVA donc de plus de 364 millions d'euros, extension du périmètre d'éligibilité aux aménagements de terrain, ce qui n'était pas le cas avant. Les mesures, donc les points clés des mesures du projet de loi de finances 2024, donc c'est un abondement moins important des dotations de péréquation, je l'ai dit, un écrêtement de la dotation forfaitaire toujours suspendu pour 2024, des fonds de péréquation horizontale qui restent stables, un coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité qui devrait dépasser les 5%, et donc un projet de loi de finances de soutien à l'investissement local. Donc voyons maintenant donc, au niveau de la ville d'Anzin les recettes que nous pourrions escompter par rapport à ce projet de loi de finances 2024. Donc on peut voir à travers le camembert que vous avez là, donc dotation et participation, ça représenterait 53% des recettes de la ville, la fiscalité reversée 4,1 et les impôts et taxes 42,9. En chiffres, le tableau suivant, donc impôts locaux, on table sur 6 494 000 d'impôts locaux, soit 750 000 de plus que 2023. Attribution de compensation, c'est toujours stable, 1 434 000. La dotation de solidarité communautaire, 136 000. Le FNGIR, 41 000. Le fonds de péréquation des ressources, donc là, il baisserait, comme vous pouvez le voir. Hein. Il passerait de 315 000 à 290 000 pour la ville d'Anzin. Les droits de place, c'est des recettes, donc 50 000. Sur les pylônes électriques, 14 000. La taxe sur la consommation finale d'électricité, 200 000. Et enfin, des droits additionnels sur les droits de mutation. Hein. Le marché immobilier, il régresse à cause des taux de prêt et puis de la conjoncture économique. Donc on tablerait plutôt sur 150 000 euros au lieu des 275 000 programmés en 2023. Les impôts et taxes, donc là, représenteraient pour 2024 8 831 291 euros à cause de la hausse des bases, mais ça c'est au niveau national. Je rappelle qu'au niveau de la ville d'Anzin, ça fait plus de 15 années que les taux n'ont pas changé. Voilà, les dotations et participations, l'autre slide. Donc, dotation globale de fonctionnement, 8 969 488 euros, c'est 2,5 de plus. Dotation forfaitaire, elle est stable, hein, je l'ai dit, à 2 409 534. La dotation de solidarité urbaine, la ville d'Anzin peut encore en bénéficier en 2024. Elle s'établirait à 6 336 714, c'est 3,5 de plus. Et la dotation nationale de péréquation serait en baisse, elle, de 10%, c'est cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau national. Les autres dotations d'État, donc compensation fiscale et DPV, donc attribution de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, 125 000 serait prévu en 2024. La compensation au titre des exonérations de taxes foncières, on table toujours donc sur 126 415, idem à 2023. Le recensement, donc une dotation de 2 430 euros et une dotation politique de la ville de 600 000 euros. Les subventions de fonctionnement, donc on a le FCTVA, donc là 0 pour 2024, subvention d'État 226 950, le département 10 000, les autres communes et groupements 78 750 et autres organismes 779 000, ça sera en progression de 115 000 par rapport à ce qu'on pourrait avoir en 2023. Les autres recettes, remboursement, rémunération 220 000, les produits des services de la collectivité 312 530 en progression de plus de 4%. Les revenus d'immeubles et autres produits de gestion courante, 310 000, ça serait une progression de 148 000. Donc les revenus d'immeubles baissent, par contre, l'utilisation des infrastructures sportives du LEP Fontaine, l'école de la deuxième chance et du collège Les Rochambelles, pour 26% intégrés dans ces revenus-là. Et donc certificat d'économie d'énergie, donc on tablerait sur 50 000. Hein. Ça, c'est comme les particuliers qui peuvent aller chercher auprès d'entreprises pour le bilan carbone, pour compenser le fait qu'elles sont polluantes, d'aller chercher une économie par rapport à ça. Donc la ville pourrait aussi en bénéficier pour ses projets d'investissement. En synthèse, donc, impôts et taxes, 8 831 291, en progression de 613 000 euros, sans augmentation des taux. Dotation et participation, 10 911 033 euros, en baisse relative de 0,21%, et autres chapitres, 892 584, en progression de proche de 40%. Les recettes de fonctionnement donc s'élèveraient au total à plus de 20 634 000, soit 840 000 euros de plus, ce qui représente 4,25. Retenez bien ce chiffre parce qu'après on va voir les dépenses, vous verrez qu'on est beaucoup moins que 4,25. Les coûts énergétiques, donc une gestion des flux mieux maîtrisée dans un contexte encore inflationniste. Donc là vous avez les différents chapitres chauffage, électricité et eau.
En orange, c'est 2023. En bleu, ça serait 2024. Donc vous voyez qu'il y a des baisses quasiment partout. On a refait les contrats aussi, donc ça nous permet de voir un peu plus par rapport à ça. Les autres postes, donc une économie prévisionnelle sur les flux énergétiques, certes, mais une augmentation au niveau des assurances. C'est lié aux manifestations qu'il y a eu au niveau national. Les intempéries, on peut encore le voir récemment, M. le maire l'a évoqué pour le Pas-de-Calais notamment. Et donc les assurances vont répercuter ça, notamment sur les collectivités. Je rappelle aussi qu'il y a des collectivités qui ne peuvent plus être assurées. Nous, en Zin, tout va bien. Il y a aussi donc les fêtes et cérémonies, c'est lié à l'augmentation à une inflation indirecte par rapport au coût que ça génère. Et les achats, pareil, toujours en raison de l'inflation qui est toujours importante au niveau national. Les dépenses de personnel, donc traitement indiciaire pour 6 110 570. Vous avez le régime indemnitaire des contrats et les avantages en nature en dessous. Ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'il y aurait donc 329 agents qu'il y a eu en 2023. En 2024, on tape sur 336. Des titulaires et des stagiaires pour 239, donc c'est 4 de plus. Les non permanents, ça serait 1 de plus que 2023. Et les permanents, 2 de plus. Donc 336 agents contre 329 en 2023. Les charges de financières. Donc vous avez là donc l'encours, le capital restant dû en début d'exercice, donc au 1er janvier 2024, 9 31 357, c'est le capital restant dû. Il faut savoir que donc on amortit à peu près 800 000 € de capital et 200 000 € d'intérêt. Sinon, donc voilà, il faut savoir quand même que le taux moyen, donc tout à l'heure on a évoqué les taux, le taux moyen donc 2022 était 1,55, en 2023 il est à 2,28 et en 2024 il serait de l'ordre de 2,38. Il y a beaucoup de taux fixes, c'est ce qu'on a en orange. Les seuls taux indexés, c'est sur le livret A, qui lui a augmenté, donc ça joue sur notre taux moyen. Et il y a peu de taux variables qui ont une incidence sur ce taux moyen. Donc ça reste encore un très bon taux qui nous permettra d'aller chercher des financements pour les projets d'investissement que je vais évoquer par la suite. Les autres postes de dépenses, donc autres charges donc prévues pour 2024, 1533 KE pour les autres charges. Les charges financières qui augmenteraient, je viens de le dire, par rapport au taux du livret A, pour s'établir à 217 000 € contre 155 000 prévus en 2023. Voilà, donc au total, en synthèse, les charges à caractère général s'établiraient à 5 100 000, une diminution conséquente de près de 10% en dépit de l'inflation. Donc je félicite l'ensemble des chefs de service et du personnel par rapport à ces prévisions. Les charges de personnel et frais assimilés s'établiraient à 12 100 000 €, donc là c'est 720 000 de plus. Les charges financières, je l'ai évoqué précédemment, elles s'établiraient à 217 000. C'est une progression de 66 000 € liée aux intérêts. Les autres postes et charges, donc 1 533 645 €, une progression de l'ordre de 7%. Les dépenses de fonctionnement totales s'établiraient à 18 950 045 €, soit 365 000 de plus que 2023, si ce n'est donc une progression de 1,96. Tout à l'heure, je vous ai évoqué les dépenses qui ont été à plus de 4%, donc vous voyez que la ville va encore quand même économiser par rapport à cela. Et donc ça nous amène donc au niveau de l'autofinancement brut. Voilà. Donc en 2023, il était de 1 209 000. On projette pour 2024, grâce à tous ces efforts, de 1 684 863 €, soit 40% de plus que 2023. Au niveau investissement, ce qui pourrait être proposé, mais il y aura une commission pour débattre fin novembre, monsieur le maire, c'est ça? Le 27? Pour vous présenter donc un plan plus diminué par rapport à cela. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est donc au niveau des dépenses, les grosses réparations du PPI 2024, 1 669 201 €, vous les avez là, donc ça concerne la vidéoprotection pour 150 000. Le renouvellement de l'éclairage public, donc un effort serait fait en 2024 pour économiser par la suite, avec l'instauration de LED, donc à hauteur de 450 000 €. Les opérations de la cour d'Aubresse, 217 201 €. Le NPRU, place Bleusborn, pour 237 000 €. La réfection de voirie, 500 000 € de budget alloué. La réhabilitation de l'école du Mont-d'Anzin, 100 000 €. Et la réhabilitation Gallieni, donc maître d'œuvre, donc pour 15 000 €. Sinon, les autres investissements, la rénovation thermique de la salle Jules Ferry pour 1 100 000 € et la création de la micro-cantine Gallieni pour 650 000 que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux subventions. Et donc on est sur 3 419 000 d'investissements au total,
À cela, donc, il faut aussi rajouter donc, le remboursement d'emprunt, le reversement de la taxe d'aménagement, ce qui nous fait des dépenses pour un montant total de 6 762 000 €. Pour équilibrer, il faut des recettes, donc un autofinancement brut escompté de 1 684 863, le FCTVA pour 1 150 000 €, la taxe d'aménagement 60 000, des subventions éventuelles pour 452 320 €, des cessions d'actifs pour 141 500 et donc un besoin de financement théorique avant arbitrage de 3 273 317 €. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Comme ça marchera mieux. Y a-t-il des interventions? Aucune intervention? C'est avant, ouais, on disait c'est le débat. Non, là, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Je répète tout le temps la même chose, mais je suis désolé de voir qu'il n'y a pas d'intervention à la limite, parce que c'est quand même un moment important pour la commune, puisqu'on se projette sur ce qu'on va faire sur 2024 et les années à venir. Et je suis désolé de voir, c'est que il n'y a aucune intervention de l'opposition et il n'y a pas beaucoup de communes où ça se passe comme ça. Je suis un peu surpris. Parce que c'est vraiment le moment pour arriver à donner vos avis, de dire ce que vous avez à nous proposer. Alors à chaque fois, vous nous dites on voudrait proposer des choses, on voudrait proposer des choses, mais quand c'est le moment de proposer, vous ne nous proposez rien. Donc vous êtes un peu en inadéquation entre ce que vous dites et ce que vous réalisez. Bon, bah, je suis désolé, mais on va terminer là donc le rapport d'orientation budgétaire. Je voulais, Monsieur Vincent, petite dernière, comme ça je serai moins déçu pour quitter ce conseil municipal. Non, mais comme vous dites, par contre, moi je m'interroge sur le coût du conservatoire, 6 millions d'euros. Donc je sais pas, puisque je suis plus dans les machins, mais 6 millions d'euros pour un conservatoire. Ben oui, on avait évoqué environ 4,5 millions. Tout a augmenté et les travaux ne sont pas encore commencés. C'est-à-dire que vous prenez les travaux dans les bâtiments, tout a pris 10 à 15% et c'était 4,5 hors taxe. Donc déjà, quand on fait 4,5 avec les 20%, on est déjà à 5 400. Et donc la projection, elle est aux alentours de 6 millions d'euros pour le conservatoire. Après, il faut rappeler qu'on a quasiment 300 élèves. On a une vingtaine d'enseignants. Donc c'est un conservatoire qui est conséquent. Et c'est pour ça qu'il nous faut un autofinancement qui reste élevé entre 1,5 million et 2 millions d'euros par an si on veut mener à bien tout le programme que l'on avait décidé ensemble en 2020. Et aujourd'hui, si on veut rester, avoir une vision correcte du tarif, on va être aux alentours de 6 millions d'euros. Moi, je voudrais aussi féliciter, parce que c'est vrai que compte tenu de tout ça, et puis surtout bien remarquer que les frais de personnel, on passe de 11,3 millions à 12 millions d'euros, alors qu'on va avoir que 7 personnes de plus. Tout ça est aussi lié à l'inflation. L'inflation a fait que le SMIC a augmenté de façon récurrente cette année, va encore augmenter. Le point d'indice, qui était bloqué depuis des années, et c'est logique qu'il soit augmenté, a été aussi augmenté. Et donc tout ça, c'est des augmentations qui nous sont imposées par l'État, mais qui ne sont pas du tout compensées. Donc ça veut dire que là, cette année, on baisse de 8 à 900 000 euros en énergie, mais on se prend plus de 700 000 euros de frais de personnel. Donc les marges de manœuvre restaient très fragiles. C'est pour ça qu'avait été demandé donc, aux responsables et aux différentes équipes de partir sur un budget aux alentours de moins 10. Et quand je vois qu'ils sont arrivés à faire 9,8 sans que nous, on réintervienne, parce qu'à un moment donné, il y a des arbitrages. Il n'y a pas besoin d'arbitrage au niveau du fonctionnement, puisqu'on reste dans les purs. Donc je tenais à remercier M. Attif, parce qu'il a en plus la M27 et à faire... 57 ? La M57, donc il fait le tour de tous les services pour leur expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc je tenais à le remercier pour l'investissement. Il est où ? Il est là-bas. Parce que je peux vous dire qu'il finit tard tous les soirs. Ça, je peux le confirmer. Donc merci en tout cas pour votre investissement. Tous les chefs de pôle, tous les chefs de service. Et puis, à leur mine, ils n'ont pas l'air si dépités que ça, nos responsables de pôle. On nous dit c'est la décrépitude, tout le monde se sauve. Comme dans toute collectivité, il y a des départs, il y a des arrivées. Et je peux vous dire que sur les différents postes qui se sont libérés, on a été loin d'avoir une absence de retour. Au contraire, par rapport à il y a 2-3 ans,
Aujourd'hui, on a plus de facilité à recruter. La preuve en est avec M. Attif, avec M. Bouquillon. Moi, je pense qu'il est content d'être arrivé en Zin, parce qu'il y a plein de projets. Donc, au niveau du recrutement, il n'y a aucun souci. Et on pourra vous présenter la fois prochaine la nouvelle chef du pôle développement durable et sociable, qui remplace Madame Cerdan, qui a décidé de partir parce qu'elle avait un projet de vie différent. Et en aucun cas, elle est partie pour des problématiques liées à une... Je ne vais pas mettre ce mot-là, mais à une difficulté de travailler dans les services de la ville d'Anzin, puisqu'elle continue de nous envoyer régulièrement des messages, des mails. Et je peux vous dire que j'ai encore eu aujourd'hui un technicien qui a quitté la ville et qui est, je ne peux pas dire où, parce qu'on va vite le reconnaître, mais qui est dans une collectivité territoriale pas loin d'ici, et qui m'a appelé pour me demander... il n'y aurait pas un poste pour qu'on revienne à Anzin parce que j'étais bien mieux en Anzin que où je suis actuellement. Donc vous savez, donc après c'est chacun selon sa sensibilité, mais je voulais simplement rappeler donc aux différents élus et aux nombreuses personnes qui sont aujourd'hui au conseil municipal et aux habitants qui vont regarder qu'il n'y a aucune problématique particulière au niveau de nos techniciens, bien au contraire, et au niveau du service qui est géré par Jean-François Dupas et tous les chefs qui sont avec lui et puis tout le personnel. S'il y avait une problématique particulière, je pense que Jean-François Dupas serait venu me le signaler. Pour ma part, je n'ai pas eu de retour particulier. Donc je tenais aussi à vous remercier tous et remercier donc le personnel pour leur confiance. Et nous aussi la confiance qu'on leur fait en retour. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Ah, le vote, oui, parce que le rapport d'intention budgétaire, on doit le voter quand même pour acter qu'il a bien été présenté. Il y a une signature, pas de une, donc ça ira plus vite. Donc pour le ROB, tout le monde acte le fait que le ROB a bien été présenté. Ça passe en vote, le ROB. Vous m'avez l'air surprise, mais ça passe en vote. C'est une obligation. Au début, on ne le faisait pas voter, mais depuis 2-3 ans, maintenant, il faut les faire voter. Ça acte le fait que le ROB a bien été présenté en conseil municipal ou dans les autres collectivités territoriales. Merci, bonne soirée.